Salut à tous et bienvenue sur mon voyage Froggy. Aujourd'hui c'est la troisième partie du Q&A. Encore merci à vous tous vraiment d'avoir participé, vous m'avez vraiment fait plaisir. Donc dans cette partie-là de la vidéo, je vais répondre à toutes les questions qui sont plus sur la famille, les enfants, la vie sur place. Voilà, donc c'est parti. Première question, les enfants dont on s'occupe ont quel âge? Alors en général, les enfants dont tu t'occupes peuvent être de carrément nourrissons jusqu'à 15 ans, 16 ans, un peu plus, donc jusqu'à presque la majorité. Mais en vrai, il n'y a pas vraiment d'enfants de plus de 15 ans dont tu vas t'occuper, il y en a très très peu. Ils n'ont pas forcément besoin d'une au pair, surtout que vous n'aurez que 2 ans, 3 ans d'écart. Donc ça va être surtout, plus les petits en général qui ont des au pair jusqu'à les 12 ans, 13 ans. Sachant que les enfants qui sont en bas âge, donc en dessous de 3 ans, normalement, il faut avoir un diplôme et de l'expérience. Parce que moi, par exemple, j'avais un diplôme, mais j'avais pas d'expérience avec les enfants de moins de 3 ans. Donc, je n'étais pas autorisée à m'occuper d'un enfant de 6 mois, par exemple. Donc, ça, c'est quelque chose à savoir. Comment ça se passe quand on n'aime pas les enfants? Alors, ça va vraiment dépendre, en fait, de plein de choses, parce que du coup, ça dépend de pourquoi tu les aimes pas. Mais en règle générale, si vraiment les enfants, tu n'accroches pas avec eux, un peu comme moi, ça m'arrivait avec mes premiers kids, en général, faut en parler déjà. Faut en parler aux parents. Faut dire pas, j'aime pas vos enfants, ça c'est pas bien. Il faut juste dire, j'ai des difficultés à me faire écouter, à passer du temps avec eux, à accrocher. Il faut en parler déjà avec les parents. Et ensuite, voir qu'est-ce qu'ils disent. Parce que normalement, c'est leurs enfants, ils sont censés les connaître. Ils peuvent parler avec eux, ils peuvent te donner des conseils peut-être, te parler peut-être que l'ancienne au pair, s'il y en avait une, comment ça s'est passé, comment elle s'en est sortie. Parce que moi, par exemple, l'au pair avant moi avait eu énormément de difficultés, elle avait hésité à partir en rematch aussi, parce que les enfants étaient très très durs au démarrage. Donc elle aussi, me racontait qu'elle pleurait quasiment tous les soirs à ses parents parce qu'elle en avait marre et qu'elle n'arrivait pas, ça lui plaisait pas du tout. Et que finalement, il y a eu un moment où les enfants ont fini par s'adapter à elle et à vraiment, elle a réussi à créer une connexion, ça a pris plusieurs mois. Mais elle a fini parce que ça se passe pas trop mal et du coup elle est restée. Donc déjà, tu parles vraiment avec la famille de tes difficultés et tu vois comment ils peuvent t'aider. Ensuite, il va falloir peut-être faire aussi des efforts au niveau des enfants. Tu peux essayer de discuter avec les enfants, dire qu'est-ce que tu aimerais qu'on fasse ensemble et tout ça, ou est-ce qu'il y a une raison particulière pour laquelle t'aimes pas trop passer du temps avec moi. Bref, tu peux essayer de discuter. Ça va vraiment être la phase 1. Ensuite, tu peux aller en discuter aussi avec ta conseillère, donc ton agence en fait. Si tu as une agence, tu peux en parler avec ton agence, avec ta conseillère locale. Ça peut être un bon moyen aussi. Et enfin, si vraiment, vraiment, tu as tout fait, tu as tout essayé, ça ne se passe pas bien, tu n'es pas du tout à l'aise, soit à ce moment-là, soit il faut prendre ton mal en patience et dire, c'est mon boulot. Et si vraiment la vie à l'extérieur te plaît, que tu as plein de copines et que tu n'as pas envie de partir, tu peux peut-être juste accepter que les gamins ce sera pas l'amour fou, ou tu peux changer de famille, ou tu peux dire moi ça suffit, je suis pas venue pour ça, j'aimerais quand même bien m'entendre avec mes enfants, les enfants d'accueil. Donc à ce moment-là tu peux faire un rematch. Donc ça veut dire un rematch, repartir dans les recherches et rechercher une deuxième famille d'accueil. Les familles habitent forcément dans une maison ou dans un appartement. Là, il n'y a pas de réponse parce qu'en fait, ça dépend vraiment. En fait, pour le coup, ça répond. Ça dépend. Ça dépend. Il y a des familles qui ont des châteaux presque, des manoirs. Il y en a qui ont des petites maisons en ville. Il y en a qui peuvent potentiellement avoir des grands appartements en ville aussi. Là, ça va vraiment dépendre de la famille. C'est totalement aléatoire. Mais ça, en général, tu le sais quand tu fais ta recherche. Ils te le disent. On vit dans une maison, on vit dans un appart. L'au pair vit dans le basement, donc c'est tout en bas dans la maison, ou l'au pair vit dans une chambre à côté des enfants, ou l'au pair vit à l'extérieur comme moi, dans une guest house. Ça, tu le sauras pendant tes recherches. Est-ce que les familles ont des animaux de compagnie? Là encore, ça dépend. Moi, c'était le cas. Dans ma deuxième famille, il y avait 2 chiens. Dans la première, il n'y avait rien du tout, il n'y avait aucun animal. Donc là c'est pareil, c'est totalement aléatoire, ça dépend de ta famille. Donc si tu n'aimes pas les chiens ou les chats ou tu es allergique, c'est pareil, tu le sauras pendant ta recherche et tu peux dire
si t'es allergique par exemple, dire bah écoutez non, moi je peux pas, vous avez un chat, je suis allergique, ça va pas le faire. Donc voilà, là c'est pareil, c'est ultra aléatoire, ça va dépendre de chaque famille. La vie aux USA ou en Australie est plus chère qu'en France. Alors moi, pour ce qui est de l'Australie, je suis partie en vacances, mais je n'ai pas vécu. Donc c'est compliqué pour moi de répondre vraiment à cette question. Pour ce qui est des US, ça va dépendre de quelle ville tu vis, de voilà, quel quartier. C'est clair que si tu vis en plein milieu de Manhattan, ce ne sera pas le même prix que si tu vis, je sais pas, dans un quartier à, je sais pas, 100 km de Boston, par exemple. Ce sera pas pareil. Donc ça, c'est vraiment aléatoire. Après, pour moi, ce qui est plus cher en général qu'en France, ça va être les loyers, mais ça, c'est pas votre problème, puisque de toute façon, vous êtes au pair, vous ne payez pas de loyer. Donc voilà, après oui, c'est sûr, la nourriture c'est pareil, si t'es dans les villes, ce sera plus cher que si t'es dans la campagne, etc. etc. Donc en règle générale, je pense qu'on a tendance à dire que la vie est plus chère qu'en France, mais bon, ça dépend d'où tu te réfères. Si tu pars de Paris, je pense que ça se vaut. Si tu pars d'un petit village en France, automatiquement, oui, les prix sont plus élevés. Et ça va dépendre aussi de ce que tu veux acheter, parce que comme je l'avais expliqué des fois dans mes lives, en Amérique, par exemple, tout ce qui sont les marques, ici, ils ont ce qu'ils appellent les outlets. Les outlets, c'est des magasins, ça existe en France, mais c'est pas autant développé. C'est ces magasins en fait qui prennent toutes les anciennes saisons des marques. Voilà, tout ce qui est saison d'il y a de 2019, 2018. En fait, ils prennent ces vêtements-là, les sacs, tout en fait. C'est un peu tout ce qui n'a pas été vendu, c'est un peu les invendus d'une marque. Et ça coûte du coup 50, 60, 70% moins cher. Donc c'est pour ça que par exemple, en Amérique, tu as ça, mais tu as vraiment des centres commerciaux entiers en fait, où c'est soit ça vient d'usines, soit c'est des anciennes collections. Et tu as des chaînes comme nous on a Pinky, ici ça s'appelle Ross, ça s'appelle Burlington, ça s'appelle TJ Maxx ou Marshall. Et ces marques-là, en fait, ces chaînes comme H&M et tout ça, ils ne font que ça. Ils rassemblent tout ce qui est des marques, mais des vraies marques, qu'on paye une blinde, nous, et qu'en fait, tu payes rien du tout aussi. Par exemple, moi, je sais que mes jeans, j'ai acheté mes premiers jeans Levi's en Amérique, parce que j'avais pas forcément les moyens avant. C'est une centaine d'euros en France. Quand j'étais étudiante, forcément, ou lycéenne, c'était pas possible. Ici, mes jeans, j'en ai, je sais pas, une dizaine de jeans Levi's et je les ai payés 20$ chacun. Donc c'est moins cher qu'un jean H&M en fait. Pareil pour les chaussures, quand on aime bien tout ce qui est sac, tout ce qui est un peu accessoire, c'est pareil. Moi j'avais des chaussures Guess, j'avais des chaussures Michael Kors pour 20-30 euros parce qu'elles sont dollars. Parce que du coup voilà, tout est vraiment discount. Ça, je pourrais peut-être faire une vidéo dessus un jour, si ça vous intéresse, allez faire un peu un tour dans un de ces magasins outlet et vous montrer la différence parce qu'il y a vraiment tout, même par exemple tout ce qui est les parfums. Moi j'ai des parfums Guess pareil pour 15$. J'ai tout ce qui est le maquillage Naked, ce qui est sur mes yeux là. La palette, la grosse palette, c'est pareil, je l'avais payée je pense 10 ou 15, je sais plus trop. Enfin bref. Donc voilà, ça va aussi dépendre de ce que tu veux acheter. Mais en tout cas, par exemple, tout ce qui va être, oui, les marques et tout ça, Calvin Klein, tout ça, toutes ces choses-là, ce sera presque du foutage de gueule, comme on pourrait dire, parce que quand on pense combien on les paie, par exemple dans les magasins, et surtout en France, on se dit mais pourquoi en fait? Donc c'est pour ça aussi que je vous dis à chaque fois, quand vous allez partir au pair, même en vacances en fait, aux USA, venez avec une valise, pas vide, mais en tout cas ne vous surchargez pas de trucs, parce que vous allez dans il y a de grandes chances que vous allez vouloir acheter des choses, sauf si vous n'êtes évidemment pas dans le consumérisme. Mais en tous les cas, si ce n'est pas le cas, vous allez vraiment vouloir ramener toutes ces choses-là puisqu'elles coûteront que dalle pour vous comparé à la France. Si nous partons à 18 ans, sommes-nous considérés comme majeurs? Alors, tu es considéré pas techniquement parce qu'en fait, certes, tu pourras conduire par exemple, puisque c'est à partir de 16 ans. Par contre, tout ce qui va être soirée, tout ce qui va être alcool, aux USA, ça va être compliqué. On va te demander toujours ta carte. Toujours, c'est pas comme nous en France, ils sont un peu plus laxistes. Ici, c'est très à cheval sur l'alcool et tout ça. Donc, par exemple, soit on ne te laissera jamais rentrer en bar, dans les bars et tout ça, soit s'ils te laissent rentrer, ils te mettront par exemple une petite croix sur la main pour dire que tu es pas autorisé et donc le barman verra qu'il ne peut pas te servir d'alcool. Donc en fait, ce qui se passe, si tu as moins de 21 ans, c'est que tu devras faire tout ce qui est plutôt les soirées, voilà, des fraternités, les house parties, choses comme ça. Tout ce qui est en fait plus créé, organisé par des Américains sur place, donc des Américains qui sont en université par exemple, qui font ça chez eux, dans leur maison, dans leur... voilà.
Tout ce qui sera officiel, légal, les festivals et tout ça, ça va être beaucoup plus compliqué. Parce que même je vois moi, j'ai 29 ans, quand je vais à Philadelphie faire les courses, d'ailleurs on peut pas acheter d'alcool dans les supermarchés, il faut aller dans les trucs spéciaux. Du coup, on me demande ma carte. Pourtant ça se voit que j'ai pas moins de 21 ans, on me la demande quand même. Et si je vais dans un bar, c'est la même chose, on va quand même me demander ma carte. Donc voilà, ce sera juste là-dessus que ce sera plus compliqué. Si on ne travaille pas le week-end, peut-on sortir? Mais bien sûr, bien sûr. Vous n'êtes pas venu à l'autre bout du monde pour rester toute votre journée et tout le week-end en famille avec votre famille. Alors évidemment, vous pouvez le faire si vous avez envie. Rien ne vous empêche de passer tout le week-end avec eux si c'est ça qui vous fait plaisir. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais si c'est pas le cas, vous n'êtes pas obligé. La seule chose, c'est qu'il va y avoir des familles qui vont être un peu plus avec cet aspect cocon familial, qui vont vraiment vouloir que vous soyez vraiment la grande sœur. Donc ils vont vous demander par exemple de manger avec eux tous les soirs. Donc techniquement c'est pas du travail, puisque vous n'êtes pas là tout seul avec les enfants, mais vous êtes quand même forcé de rester 1 heure ou 2, le temps que le repas soit fait et tout ça. Moi c'était le cas avec ma première famille d'accueil. La toute première, ils rentraient le soir, je crois que c'était vers 6 heures. Donc le temps qu'on fasse à manger, qu'on finisse, il était 7h, 7h30. Donc moi j'étais libre officiellement vers 7h30 le soir. Mais après ça dépendra de chacun. Ma deuxième famille par contre, pas du tout. Moi je m'arrangeais avec les enfants à 5h30 tous les jours. Et quand les parents rentraient vers 6h, 6h30, moi je taillais la route. Donc ça dépendra évidemment de votre famille, ça dépendra aussi, est-ce que vous allez bien le vivre si c'est suivant votre personnalité. Moi je sais que personnellement j'avais pas du tout envie de manger avec eux tous les soirs. Donc ça m'a bien arrangé pour la deuxième famille, puisque finalement les fois où je restais manger avec eux, parce que je le faisais pas évidemment je le faisais de temps en temps quand même, mais pas tous les soirs. Et c'est vrai qu'on se rend vite compte quand on mange avec sa famille d'accueil, on travaille pas mais on travaille quand même, parce qu'on va quand même donner un coup de main, forcément. On va pas juste rester là à se faire servir, donc on va quand même aider avec les enfants, on va quand même débarrasser les enfants, faire un peu la vaisselle. Les parents s'en vont pendant un quart d'heure parce qu'ils ont un petit truc à faire vite dans leur bureau, donc tu restes là, tu attends. Donc moi c'est vrai que c'est pas toujours le cas, mais moi je trouvais que rester manger tous les soirs, j'avais l'impression que c'était un peu une façon de me faire travailler sans me faire travailler officiellement. Après c'est vraiment un avis, chacun évidemment le verra à sa façon. Et moi de mon point de vue, c'est vrai que quand je restais le soir manger, j'ai l'impression que je travaillais encore, puisque je faisais encore des tâches au niveau de la cuisine, du ménage et des enfants. Bon certes il y avait le côté sympa de discuter, d'apprendre à se connaître et tout ça, mais j'avais pas l'impression d'être en pause. C'était pas vraiment un moment où je me sentais relaxée, parce que du coup j'avais encore malgré tout ces tâches-là à faire. Donc après voilà, c'était mon expérience personnelle. Ça va peut-être dépendre de chacun d'entre vous. Aussi, les familles, souvent, quand on travaille, elles vont vous demander un curfew. Donc c'est par exemple possible qu'elles disent tu rentres le soir à 11h, parce que tu travailles le matin à 6h du matin, je veux que tu sois en forme, donc tu rentres à 11h. Moi c'était le cas dans mes deux familles. Donc voilà, donc il va y avoir ça. Ensuite moi je sais que le week-end par exemple j'avais une règle au niveau de la voiture. Avec ma deuxième famille, j'avais pas le droit par exemple de conduire après 1h du matin. C'est des choses comme ça. Mais par contre j'avais le droit de partir, je n'étais pas obligée de rester la nuit chez moi. Donc voilà, moi c'était mon cas à moi personnellement, mais vos familles peuvent être différentes. J'avais des copines dont les familles étaient ultra tranquilles à ce niveau-là. Et elles pouvaient prendre la voiture où elles voulaient, quand elles voulaient, la conduire à l'heure qu'elles voulaient, rentrer à l'heure qu'elles voulaient, elles avaient zéro règle. À l'inverse, j'ai vu des familles qui disaient interdit d'avoir des gens à la maison, donc ramener des au-pairs copines, interdit de sortir, le week-end on veut que tu rentres, machin, après minuit. Donc techniquement, ils peuvent te mettre des petites règles, vu que tu travailles, par exemple le lundi, ils peuvent te mettre des règles. Mais dans le principe, normalement, quand tu es libre, tu peux partir. Ils n'ont pas le droit de t'enfermer dans la maison H24. Ils peuvent te mettre des restrictions, mais tu peux quand même partir, tu as tes week-ends en théorie où tu peux aller où tu veux, partir à Los Angeles, machin. C'est juste que quand tu travailles, ils peuvent te mettre des restrictions. Pourquoi on n'a pas le droit de fumer, même si c'est pas devant les enfants? Je pense qu'à ce niveau-là, les agences n'ont même pas envie de prendre de risques. Dans le sens, c'est pour ça qu'il, par exemple, Cultural Care vous fait signer un papier disant que vous avez arrêté de fumer si c'était le cas.
Je pense que, évidemment, il y a forcément, je me doute bien, des gens qui mentent et qui le font quand même en soirée et tout ça. Mais par principe, ils sont obligés de se protéger. Parce que je pense qu'ils ne peuvent pas prendre le risque de dire oui, oui, ne vous inquiétez pas, je fumerai que pendant mes pauses ou je fumerai que quand les enfants sont pas là. Je pense que les parents n'ont pas envie de prendre de risques parce qu'ils savent très bien qu'ils sont pas là pour garder l'œil et que vous pouvez très bien sortir toutes les 5 minutes, prétendre d'aller aux toilettes, machin, et pour aller fumer une clope. Pareil au parc et tout ça. Donc je pense que les parents et l'agence n'ont même pas envie de prendre le risque qu'il y ait ce genre de choses. Donc c'est juste interdit, point. Comme ça au moins, ils n'ont pas besoin de s'inquiéter de est-ce que mon au-pair, elle s'en va, machin, est-ce qu'elle fume devant les enfants, est-ce qu'après ça va sentir dans la voiture, parce qu'il y a tout ça aussi, ça va sentir sur les vêtements des enfants, etc. Donc je pense que en général, ça va peut-être être pour ces raisons-là qu'il n'y a pas du tout peut-être je le ferai pas, c'est juste non. Il n'y a pas d'au-pair fumeuse. Normalement, c'est pas autorisé. Les médicaments, comme le paracétamol et l'ibuprofène, sont-ils accessibles librement? Oui. Oui. Il y a plein de médicaments que tu trouveras en pharmacie, ou pas en pharmacie d'ailleurs, même dans les magasins comme Target, un peu notre Carrefour, où tu pourras juste venir et acheter tes médicaments, ton Doliprane, ton paracétamol, sans que quelqu'un te le donne. C'est vraiment comme si tu allais chercher des légumes, quoi, tu vois. Ça, c'est possible. Après, le prix, je pense que ça reste quand même plus cher quand tu l'achètes comme ça. Mais en tout cas, tu peux te servir toi-même. Tu n'as pas besoin de prendre rendez-vous chez le médecin pour acheter l'ibuprofène ou du paracétamol. Est-ce qu'on est assuré? Absolument. Quand tu pars au pair, tu es obligé de prendre une assurance. Donc, si tu es malade, s'il se passe quoi que ce soit, l'assurance, elle prend en charge une partie de tes frais. Ça, c'est sûr. Après, voilà, suivant ce qui se passe, ce sera plus ou moins cher. Mais normalement, tu as une assurance qui prend en charge. Donc, par exemple, moi, j'avais eu une angine. J'étais allée voir un médecin généraliste parce que j'avais vraiment pas bien, j'ai de la fièvre et tout. C'était 135 $ la facture. Mon assurance avait pris en charge 100 $. Donc, j'avais payé les 35 restants. Si on veut faire du sport, est-ce que c'est possible? Absolument. Même dans les assurances, ils peuvent te le proposer d'avoir même le côté vraiment sportif couvert si jamais tu te blesses, ça c'est possible. Mais oui, moi j'avais pris des cours de taekwondo, donc des cours courts. Après j'avais commencé le skateboard, pas en cours mais vraiment juste moi toute seule avec mes copines au pair. J'étais dans une salle de sport, donc j'avais payé un abonnement tous les mois pour aller en salle de sport. Donc c'est totalement possible. Tu peux faire du sport et des choses, voilà, association et tout ça, il n'y a aucun problème. En ce qui concerne le ménage, comment ça se passe? En fait, ça va être que le ménage relié aux enfants. Donc ranger les jouets, faire la vaisselle des enfants quand ils ont mangé, tout ce qui est vraiment lié à eux, leur linge, leur drap. Voilà, normalement c'est vraiment du ménage léger. Donc passer le balai après qu'ils aient mangé, choses comme ça. Tu n'es pas censé faire tout le ménage de la maison. On se lève à quelle heure quand on est au pair? Ça dépend de ta famille. Si tu travailles très tôt le matin, tu vas te lever, s'il faut que tu amènes les enfants, faire à manger, ça peut être 6 h du matin. Ça se peut aussi que tu ne travailles pas le matin et que tu travailles à 14 h jusqu'à 21 h, par exemple. Donc là, pour le coup, ça va vraiment dépendre de ton planning. Si la famille voyage, est-ce qu'on part avec eux? Là encore, ça dépend. Il y a des familles qui vont vouloir que tu viennes avec eux, qui vont te dire on te paye le voyage, tu viens avec nous, tu travailles quand tu seras sur place. Il y a des familles qui vont dire non, on part pas avec toi, on part tout seul, donc tu as gagné une semaine de vacances en plus, tout simplement. Est-ce que ça dérange la famille si nous ne parlons pas très bien anglais au début? Alors en théorie non, ils savent que tu es pas bilingue, ils s'y attendent, donc en théorie ils sont pas du tout censés être gênés. Après c'est vrai que ça peut être compliqué du coup de se comprendre, ça peut être frustrant, mais en théorie ils savent que tu viens et que l'anglais n'est pas ta première langue. Donc ils sont censés être patients et compréhensifs, surtout s'ils connaissent ton niveau de langue en te choisissant. Ce serait quand même un peu dommage qu'ils sachent que tu n'es pas bonne en anglais et qu'après ensuite ils viennent se plaindre. Ce serait un petit peu bizarre quand même. Donc normalement non, il n'y a pas de problème. Si ta famille t'a choisi, ils savent ce pourquoi ils s'engagent. Et voilà, c'est fini pour cette vidéo Q&A. Dans la prochaine, je répondrai à d'autres questions qui sont un peu plus sur mon expérience personnelle et d'autres questions qui étaient un peu plus diverses sur le programme Au Pair. Donc encore merci d'avoir regardé jusqu'au bout.
Comme d'hab, vous pouvez retrouver toutes les infos sur mon blog, mon TikTok, les stories Instagram où je vous partage un peu ma vie au quotidien aux USA. Et n'hésitez pas à m'envoyer des messages, évidemment, j'y répondrai dès que possible. À très très vite!